Merci Christian. Mesdames et messieurs, bonjour. Les hautes autorités de l'urologie en France, je suis ravi que vous m'accueilliez. Alors il a mis la barre très haut là, hein, en termes de prise de parole en public, il a été exceptionnel. Alors juste, bien sûr, il m'a présenté en vous disant que j'étais organisateur de congrès il y a 15 ans. Et dans un congrès, vous pouvez penser à tous les petits détails techniques, financiers. Et arrive un moment crucial, l'ouverture du congrès. Le président prend la parole, et là, deux cas de figure. Un président qui a préparé, qui est un bon orateur, et qui d'un coup, allez, sublime la foule en délire, et vous lui faites une standing ovation. Ça, c'était un grand moment, et j'aimerais qu'on le réapplaudisse parce que c'était vraiment brillantissime. Deuxième cas de figure, pris par des occupations quotidiennes grandissantes, le président du Congrès n'a pas forcément le temps de préparer son discours. Et il arrive, sans note, au pupitre, et il vous fait un discours. Et là, il peut plomber l'ambiance. Eh bien, depuis 10 ans, j'ai décidé d'apporter ma contribution à ces présidents d'associations, ces hommes politiques qui, à un moment donné, vont prendre la parole pour vous séduire et vous donner un peu d'enthousiasme. Parce que si vous partez après l'ouverture moribond, eh bien, le Congrès, on va ramer tout le long pour rattraper cette atmosphère sympathique. Alors, j'ai eu la chance, il y a un certain nombre d'années, en 1997, d'assister à une conférence d'Alan Peace, qui est le pape du body language. Et Alan nous avait mis cette diapositive, et d'un coup, j'ai eu une révélation. 93% du discours, de la communication entre nous, passe par le paraverbal, qui est la musique des mots, et le non-verbal. Seulement 7%, c'est le contenu. Et bien là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et j'ai décidé d'y travailler un peu, et de me spécialiser sur le non-verbal, 55% de la communication. Alors le non-verbal, c'est aujourd'hui vous éclairer sur ces codes secrets des gestes, juste allumer la lumière, et demain, vous verrez que le monde, vous ne le verrez plus de la même manière. Alors ça date bien sûr de très longtemps, hein, puisqu'à l'époque, on ne communiquait que par les gestes. Ça peut changer la face du monde, hein, lors des dernières élections. Mais plus sérieusement, peut-on dire que ce bébé est heureux? Eh bien, le non-verbal traduit la météo de notre âme. Comment, à un moment donné, on se ressent? Eh bien, les gestes traduisent ce que vous êtes à l'intérieur. Dépressif, agressif, stressé, joyeux. Hein, tout ça se traduit par le non-verbal. Alors, juste, je suis allé un peu vite. Le non-verbal, on l'a représenté ici sur les différents aspects que vous allez découvrir lors de cet exposé. D'abord, les expressions du visage, c'est ce qu'on voit en premier. La posture, on y travaillera. L'occupation de l'espace, le mouvement de la tête, les mains, et ce, jusqu'à l'apparence. Nous allons essayer de découvrir ensemble tous ces aspects. Alors à cet instant, mesdames et messieurs, je vais vous livrer un secret. Nous ne sommes pas égaux devant le non-verbal. Mesdames, et ça a été prouvé scientifiquement, vous avez en situation d'observation entre 14 et 16 zones dans le cerveau qui sont en simultané et qui détectent toutes les petits, le fameux sixième sens, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et nous, pauvres pêcheurs, nous n'avons que 4 à 6 zones qui, en observation, sont éclairées. Donc ce soir, messieurs, quand vous rentrez, soyez prudents, vous savez que mesdames ont un avantage sur nous. Alors tout ce que je raconte, eh bien, il y a des scientifiques neuropsychologie qui travaillent pour essayer de comprendre ces mécanismes. Et même certains ont inventé une nouvelle discipline, la synergologie. C'est en gros l'art d'être en situation d'orateur. Alors comme je suis avec des médecins, c'est assez facile, puisque le cerveau, vous connaissez en théorie parfaitement, mais on va simplifier. Vous avez deux hémisphères, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, c'est la raison, et l'hémisphère gauche commande le côté droit. Donc les gestes qui vont être spontanés du côté droit seront des gestes qui auront été contrôlés par l'hémisphère gauche, la raison. Et l'hémisphère droit, c'est l'émotion. Et donc tous les gestes du côté gauche qui sont contrôlés par cet hémisphère
traduiront une certaine sensibilité, une certaine émotion qu'on va retrouver dans des postures, par exemple, de séduction. Ici, vous découvrez quelqu'un qui est sur le côté droit et que vous avez sans doute vu dans vos différents... quand vous donnez un petit sujet un peu compliqué, que vous passez dans les rangs pour regarder si les élèves ont bien compris, eh bien là, elle est en train de se dire que la situation lui a un peu échappé, que peut-être elle n'avait pas révisé suffisamment. Quelques règles dans le non-verbal. On n'est pas dans une science exacte, mais on a un vrai vocabulaire. Et pour bien comprendre, il faut regarder de manière globale et regarder 3 gestes. Enfin, en sortant d'ici, vous ne serez pas encore expert dans le non-verbal, mais avec le temps, avec l'observation, vous verrez, tel l'onologue, pour devenir expert en onologie, il y a un certain nombre d'années pour découvrir le cépage, l'année, eh bien 15 ou 20 ans de pratique. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui voient ce que je veux dire. On boit un peu de temps en temps. Eh bien là, c'est pareil. Le non-verbal, il faut du temps et de la pratique et de l'observation pour devenir expert. Et vous allez découvrir dans quelques instants les petits secrets qui vont vous permettre d'observer différemment le monde demain. Les gestes du quotidien. Première chose, il faut, en fonction des origines des personnes, observer, on verra des tendances différentes. Allez, un exemple. Vous allez en Grèce et vous faites de l'autostop. Vous êtes déjà allé en Grèce? Alors ne faites jamais de l'autostop comme ça. Ça, c'est un geste un peu obscène en Grèce. Chez nous, ça veut dire tu es au top. Voilà. Là, c'est un geste international. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Il est parmi nous, m'a-t-on dit. Ça, c'est chez les Anglais, c'est OK. Ici, vous avez été mauvais, un 0 pointé. Et puis après, vous avez ce geste international, connu dans le monde entier, un petit clin d'œil au président Coulanges, passionné de foot. Ça, c'est un arbitre, malheureusement, qui a sifflé un penalty qui n'était pas justifié pour le Barça. Geste universel, manger, boire, dormir. Le oui. Alors le oui en Inde, ils font comme ça. Donc compliqué à discerner. Le non, qu'est-ce qu'on fait quand on s'en fout? On hausse les épaules. Ça, c'est des gestes que vous appréhendez facilement. Le croisement des bras, par exemple. Allez, on va essayer. Croisez les bras, tous. Allez, faites-moi voir. Faites-moi voir au fond, là. Croisez, croisez, croisez. Il y a un petit exercice sympa, là, vous allez voir. Croisez, en haut à droite, là, je ne vois pas. Voilà, très bien. Croisez dans l'autre sens, là. Croisez dans l'autre sens. Eh, vous avez vu? C'est compliqué, hein? Bras droit, bras gauche. Cerveau droit, cerveau gauche. Comment vous faites quand vous voulez féliciter quelqu'un? Allez, on applaudit, on y va. Faites voir. Voilà. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Alors, vous avez vu, suivant comment vous applaudissez, main droite, main gauche. Observez. Alors, on va regarder maintenant le visage. Le visage se décompose en 3 parties. La première partie, c'est le haut. Le haut du visage, c'est, on va dire, l'importance cérébrale. Quand on réfléchit, quand on se prend la tête, c'est à ce niveau-là qu'on le voit. Ensuite, vous avez la partie émotive. Les yeux, les paupières, quand vous êtes triste, on va le voir dans quelques instants. Et puis enfin, vous avez la partie instinctive. Le nez, rappelez-vous Bill Clinton, quand il a 23 fois, il s'est touché le nez, quand il avait l'audition à l'époque. Exactement, il y en a qui ont suivi l'actualité à cette époque-là. Voilà, la bouche, les joues, donc ça, c'est les parties instinctives. Alors, les 6 émotions de base, on va dire, qu'on va découvrir facilement dans le non-verbal, c'est la tristesse. On voit bien. C'est la peur. Alors là, c'est ma femme qui faisait son premier saut de parapente. On sent qu'il y a un petit stress qui est généré. La surprise. Puis vous avez, à cet instant, la colère. Et regardez, on n'est pas tous égaux devant la colère. Regardez ici, ce qu'on appelle la griffe du lion. Les Asiatiques maîtrisent leur colère, mais on le voit par un signe extérieur. Et c'est ce qu'on apprend aux hommes politiques, à se maîtriser pour pas... Et regardez, en revanche, ici, on voit cette colère qui est maîtrisée. La déception. Malheureusement, elle n'a pas réussi son pari. Et puis la joie. À un moment donné aussi, vous avez Obama, à un moment donné dans les sondages, c'était un peu compliqué.
hein, on sent la déception, on sent voilà, l'incertitude. Ensuite, dans le non-verbal, vous avez la posture. La posture, c'est l'attitude d'une partie de tout le corps. Ici, vous allez à reculons dans l'entretien. Clairement, vous n'êtes pas très motivé. Après, vous avez celui qui est ancré dans le présent. Celui qui est ancré dans le présent, c'est le bon élève. Puis vous avez le dynamique. Celui-là, il va casser la baraque. Et puis après, vous avez le dépressif. Lui est terrible, hein. L'entretien ne le réussira jamais. Ces postures, on peut les travailler. Il suffit de prendre conscience. Après, vous avez d'autres types de postures. Quand le président de congrès, par exemple, a été exceptionnel, eh bien, il a droit au repos du guerrier. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi dans ces endroits-là. Il est là. Surveillez-le. Alors, les postures, bien sûr, c'est la première étape que l'on travaille quand on va prendre la parole. Alors, on va le faire ensemble. Vous allez tous vous redresser, vous mettre les deux pieds par terre, tout simplement, décroiser les... Voilà, vous décroisez les deux pieds par terre, simplement. Alors, je vois au milieu, là, voilà, allez-y, éclairez-moi un peu au fond, là, mettez les deux pieds par terre, redressez-vous, bombez le torse. Juste, allez, mettez en avant, voilà, très bien. Souriez, allez, je veux voir des sourires, allez, allez. Voilà, mais écoutez, ça c'est parfait. Là, vous êtes en état de prendre la parole et de réjouir les gens. Vous allez partager un moment de bonheur. C'est très bon. C'est juste une petite étincelle qui est arrivée. Regardez, il y a 2 secondes, vous étiez presque endormi dans votre siège et là, waouh, je me régale. Voilà. Les mains. Alors souvent, quand on fait de l'art oratoire, on me dit qu'est-ce qu'on fait des mains? Eh bien, on les garde au bout des bras avec 2, 3 petites règles. La première, les paumes toujours ouvertes. Pas de problème, pas de danger. On rassemble. Et les hommes politiques, on y travaille sans arrêt pour qu'ils soient dans ces postures-là. Ensuite, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, hein, bien sûr. Évitez les gestes d'autorité, sauf dans des situations particulières. Et c'est vrai que même l'homme politique, des fois, il s'égare. Hein, mais ces gestes-là ne permettent pas une communication adaptée. Enfin, le geste matraque. Régulièrement, on pense que c'est bien de ponctuer avec le doigt. Non. Le doigt est toujours agressif. Le doigt, il ne faut jamais le pointer vers les gens, sauf si dans sa technique de discours, ça traduit quelque chose. On va le voir dans un instant. Et on apprend aux hommes politiques, le doigt, à le transformer en pince. Et là, d'un coup, on devient intelligent. On ponctue son discours. Alors, bien sûr, Mélenchon, dans sa campagne, lui, était dans un ton plutôt agressif. Donc, ça faisait partie de sa panoplie. Alors après, on apprend certains, mais c'est difficile des fois. Hein. Et bien sûr, vous avez Obama qui a tout compris. Alors d'autres postures de la main, mademoiselle, là, vous ne perdez rien pour attendre. Et aussi, quand vous observez, vous allez voir certaines situations de vie avec la main. La première, c'est « j'ai un peu peur, hein, je suis terrorisé ». La deuxième, qu'est-ce qu'on voit ici? On est perplexe. Hein, souvent, quand vous êtes en situation d'art oratoire, observez dans la salle. Si vous les voyez tous comme ça, quelque part, c'est « cher monsieur, vous n'avez pas encore été séduit, mais ça va venir, ça va venir ». Ici, troisième, c'est je réfléchis, je suis en posture de réflexion. Et puis le dernier, il se prend la tête. Ça, c'est dans les BU, souvent les étudiants, vous les voyez avec tous les exos que vous leur donnez, ça va être compliqué. Ensuite, vous avez l'apparence. Alors l'apparence, elle est essentielle. L'apparence, c'est en gros, on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. En revanche, il permet de rentrer dans le monastère. Alors, je crois que c'est quelqu'un qui est de Clermont-Ferrand, m'a-t-on dit, dans coulisses, hein, qui est rentré dans un monastère. Alors plus sérieusement, on part de loin parfois. On part de très loin et on travaille. Et là, vous avez des spokesmen qui prennent en main les hommes politiques et régime, relooking, les lunettes, et on arrive à faire un homme d'État. Hein, c'est un vrai travail et tout est contrôlé. Alors aujourd'hui, il y a encore la cravate qui est un peu tordue. Je ne sais pas si vous avez lu quelque part cette histoire. Les gestes barrières, alors c'est ceux qu'on règle en premier. Pourquoi? Parce qu'ils sont évidents. Les gestes barrières, c'est souvent des gestes liés au stress. Hein, on se protège.
On a des gestes qui viennent perturber le discours. Donc ceux-là, on les voit immédiatement et on les règle. Alors le premier qui vient, bien sûr, c'est les bras croisés. Et là, vous voyez, à droite, ici, on est fermé en haut et on est fermé en bas. Donc ces gens-là, il va falloir aller les chercher. Alors peut-être qu'elle a assisté 14 fois à la conférence et qu'elle en a un peu marre, mais non. Alors ces observations-là, vous le verrez dès demain dans vos réunions. Si vous avez des gens qui sont dans ces postures-là, essayez d'aller les interpeller pour... ça n'a pas encore marché. Hein. Voilà. Et plus on cache les mains sous les bras, au plus au moins on a envie de communiquer. Ouais, donc allez les chercher, ne les laissez pas dans ces postures-là. Alors après, vous avez bien sûr des gens qui, depuis 40 ans, lui racontent la même histoire. Alors là, c'est clair qu'elle n'y arrivera pas. Elle est fermée en haut et en bas. Hein. Après, vous avez les mains serrées, les mains collées. Alors j'ai pris 2-3 photos avec dans des cours pour vous montrer, illustrer. Voilà, là, on est sur des gestes d'autocontact, de protection. Ça, c'est des gestes classiques en prise de parole, vous verrez. Quand vous êtes en situation, spontanément, il y a un geste extérieur de stress. Chacun en a un. Il faut l'identifier. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si je parle et que pendant 1h30 de discours, je suis en train d'avoir mon geste de stress, votre attention, votre inconscient ne va plus m'écouter. Voilà. C'est comme celui qui se gratte, enfin voilà, toutes ces petites choses. Alors regardez, les hommes politiques, on les coach pourtant. Des chiffres et de l'exactitude. Là, vous avez Besson qui est en train de rentrer dans Eva Joly. Et regardez, Eva Joly trouve un trombone. Ouais, ça, c'est devant les caméras. C'est une erreur majeure. Ça a fait le tour de la planète. Elle lui tord le cou. Ouais. Ça, le Spockman, on lui a coupé la tête après. La préparation n'était pas bonne. Et là, geste d'autocontact. On perd la situation. Le journaliste a posé une question clé. S'il a un dessous d'attention sur le non-verbal, il sait qu'il a fait mouche. Et il va aller plus loin dans la question. Bon, là, voilà, on sent dans des périodes difficiles. Là, vous avez une personne qui est fermée en bas, fermée en haut, et là, prête à dégainer. Ça peut être votre pire ennemi. Donc, observez. Alors, 3 situations de vie. L'entretien, l'art oratoire, et si on a le temps, je ne sais pas si on aura le temps, parce que d'habitude, je parle 3 heures sur ces conférences, on m'a dit 30 minutes. Hein, c'est de frustration extrême. Donc, on parlera peut-être de séduction, peut-être. Alors l'entretien, j'ai besoin d'un assistant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me rejoindre? Ah ben voilà, parfait. Juste pour illustrer. Alors, on peut l'applaudir. Hein. Votre prénom? Morgane. Morgane, bienvenue. Alors, l'entretien, les 20 premières secondes sont essentielles. C'est à cet instant-là que vous allez capitaliser la fin du parcours. Alors, on va le faire. Donc, moi, j'arrive. J'ai envie d'être recruté par Morgane et on va se dire bonjour. Bonjour. Là, j'ai tout perdu. Là. Réglé. Les 20 premières secondes, c'est fini. Pour rattraper ça, je vais ramer tout l'entretien. Donc déjà, Morgane, il sait qu'il ne va pas me recruter, clairement. Alors on revient sur une deuxième situation. Bonjour. Voilà. Là, on est sur une situation plus confortable, où j'ai rayonné, les yeux dans les yeux, le sourire, la main ferme. Et même si j'ai un poste de manager, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le soumettre. Regardez. Regardez. Hein? Simplement en tournant la main. Et par contre, si je veux un autre poste dans l'autre sens, je vais me laisser soumettre. Mais bon, ça, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Vous avez la braguette ouverte. Oh, pétard, c'est vrai? C'est terrible. C'est terrible. Alors, juste regardez, on remercie Morgane, on l'applaudit. C'est vrai que j'ai la barrette ouverte? Je me tourne? Non, c'est pas vrai, ça va. Ici, les hommes politiques, on leur apprend. Regardez. À gauche et à droite, il s'est fait avoir. Alors, regardez à la passation. Ils savent qu'il faut pas se faire avoir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Hollande, il a donné juste le bout de la main, il est resté bien droit. Alors que Sarkozy, il essayait de tourner. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, ils savent aussi. Et là, il ramène sa main pour essayer de le faire basculer. Voilà. Donc ça, c'est les 20 premières secondes, essentielles. Après, vous avez la posture. Une fois que vous êtes assis, on l'a un peu vu tout à l'heure. Donc vous avez la posture du bon élève. C'est ce qu'on a travaillé ensemble. Ça, facile. Hein, on sourit, puis on envoie l'art oratoire. Puis vous avez, en deuxième, celui-là, c'est le dynamique. C'est celui qui va dans la situation, dans l'action. Celui qui est en troisième position ici,
Alors, voilà, lui, c'est le dépressif. Lui, pareil, terminé. Mais vous souriez, mais vous verrez maintenant, hein, dans les réunions, vous en verrez beaucoup comme ça. Hein, ça ne paraît pas parce qu'on ne les observe pas, mais dès demain, vous aurez une autre vue du monde. Et puis celui qui est en retrait. Là, vous êtes en réunion, puis vous êtes en train de dire des choses désagréables, et puis d'un coup, hop, il se met en retrait. Là, il fallait le rechercher. Le bon élève. Regardez. Maîtrise, cerveau gauche, on se maîtrise, puis on est bien. Très, très, très propre. Hein, ça, c'est vraiment cas d'école. Là, on perd déjà un peu son sang-froid, sensible. Vous voyez, même le pouce, il commence à disparaître à la communication. Et l'étape d'après, c'est un geste d'autocontact. Là, un DRH qui voit ça, il sait qu'on est dans une situation de malaise et que la personne, bien, peut-être que ce qu'elle est en train de raconter n'est pas forcément vrai ou c'est inconfortable pour elle. Ici, vous êtes face à un jury. Messieurs, mesdames, ça vous arrive régulièrement. Au milieu, vous avez le patron, chef de service, directeur d'entreprise, peu importe. Quel est votre pire ennemi dans ce jury? C'est laquelle? En bleu, bravo. La femme en bleu, pourquoi? Alors, je vais chercher un autre stylo parce que... Hop. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Voilà, on voit mieux. Fermez en bas, fermez en haut, hop, visage hautain, un peu, hein, on est en train de vous défier. Donc elle, il va falloir aller la chercher. Vous ne pouvez pas la laisser comme ça, elle votera contre vous. Et puis la deuxième, vous la voyez? Elle est partie en voyage. Si on fait un peu de PNL, là, elle est en train de s'inventer le prochain voyage. Hein, et pourtant, vous êtes en train de parler, d'essayer de convaincre. Quel est votre meilleur allié? Il est là. Hein, vous voyez, dynamique, ouvert, légèrement souriant. Le bon élève, il est où? Il est là. Et lui, c'est le patron. Alors, quelle est la posture du patron, à votre avis, là? Ouais, dubitatif. Et il va poser une question. Mais il n'est pas fermé. Vous avez vu, il n'est pas encore fermé. Pour l'instant, il n'est pas loin, quand même. Hein, il n'est pas loin. Mais il n'est pas encore fermé. Mais il va dégainer. Il va poser la question. Il va poser la question. Voilà. Ça, c'est l'entretien. Donc, quelques phases d'observation de l'entretien. Alors, deuxième sujet, l'art oratoire. Habituellement, je fais une conférence sur l'art oratoire et je donne 20 secrets pour être un bon orateur. Donc là, j'en ai extrait quelques-uns. Le premier, c'est s'intéresser à son public. Incroyable ce que je viens de raconter. S'intéresser à son public. Vous qui êtes urologue, demain, on vous dit de faire une conférence grand public. Grand public. Dans votre vocabulaire, vous avez, allez, 3000 mots. Grand public, ils en ont entre 600 et 900. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir adapter votre discours à la cible que vous avez en face. S'intéresser à votre public. Avant de venir, j'ai demandé à Christian qui m'explique un peu si vous étiez sympa, si vous réagissez bien, dans quel domaine je pouvais aller, jusqu'où je pouvais aller. Ah, tout ça, c'est super important. Et au-delà de ça, s'intéresser à son public, c'est aussi le regarder. Là, on était dans une situation où on est dubitatif. Il est en train de raconter des choses pas certaines. Voilà. Donc il faut aller vraiment s'intéresser dans le fond à son public. Ensuite, vous avez un point super important dans l'art oratoire, c'est ce qu'on appelle la théâtralisation. La théâtralisation. Alors la théâtralisation, c'est à un instant donné, vous avez, allez, on va dire, quelques instants, quelques secondes pour faire quelque chose de marquant, qui va rester dans la mémoire collective. Vous avez aujourd'hui un orateur qui vient de monter sur une table. Et bien demain, en partant, vous allez parler de cette conférence et vous allez dire, mais attendez, on a eu un orateur, c'est un malade, il marchait sur une table, sur la scène, qui c'est celui-là? Pourquoi je dis ça? Parce que si vous trouvez l'élément différenciateur qui va capter l'attention de votre public, ils vont se rappeler très longtemps. Rappelez-vous les fables de La Fontaine, par exemple, dans l'illustration précédente. J'ai souvenir, on peut baisser la musique peut-être, j'ai souvenir d'avoir, il y a quelques années, postulé pour un poste de vice-président dans une association où il y avait 2000 participants dans la salle. On était 20 candidats, il n'y en avait que 10 qui pouvaient être retenus. On disait tous la même chose, on avait 1 minute et demie pour convaincre. Bonjour, je m'appelle Alain Gargani, voilà mon cursus. 19 candidats étaient derrière le pupitre. Barrière fermée,
tout juste à lire leurs notes. Ils ont fait leur discours. Arrive mon tour, et j'avais eu la chance d'avoir vécu ces expériences. Au lieu de partir derrière le pupitre, je m'étais assis où il y a Madame Coulange, là, au deuxième rang. Et la musique est arrivée, la poursuite, c'est la lumière là, qui court, me cherchait partout. Et tout le monde se tournait, où il est l'orateur, et on tombe sur moi. Je me lève, et j'ai dit la même chose. Bonjour, je m'appelle Alain Gargani, j'ai raconté mon histoire, je suis monté sur scène, 92% des voix, 92% juste avec de la théâtralisation. Alors, mesdames et messieurs, évitons, à partir d'aujourd'hui, vous l'avez entendu, le pupitre et des postures pas très confortables. Évitons des scènes de ce type. Quand vous êtes dans un amphi, c'est facile, mais parfois vous prenez la parole dans des dîners. On ne peut pas accepter, dans un dîner, ici, laisser servir les gens en même temps. Il y a des règles à respecter, sinon, dans la scénographie, vous ne pourrez pas capter l'attention de tout le monde. Moi, pour moi, le modèle, c'est Steve Jobs, qui, dans les années 80, a fait son premier talk show. En 1980, il a déjà tout compris dans la scénographie. Et là, bien sûr, c'est un de ces derniers, épuré. Il est toujours habillé pareil. Il a trouvé son look, son style. Pour préparer une conférence comme celle-là, c'est 90 heures de travail, 90 heures de répétition. Tout est calculé, tout est millimétré. Après, vous voyez le public, il est en délire. Mais c'est un vrai travail. Donc prenez le temps nécessaire dans vos interventions, à un moment donné, de trouver. Alors là, on est dans les extrêmes, bien sûr, comme dans les hommes politiques, vous verrez dans un instant. Mais dans vos interventions, il faut trouver le petit élément différenciateur qui va faire que les gens vont se rappeler de vos interventions. Les hommes politiques, on les coach, on les suit, et on met une scénographie, une théâtralisation avec des moyens super importants. Là, on a mis un proscénium. Proscénium, c'est cette scène qui est ici. Donc il marche, tout est calculé à la seconde près. Tout ce qui va se passer, ça a été répété, répété, répété. Là, il va s'arrêter, ici, à cet instant-là, et il va commencer à saluer les gens qu'il y aura dans le dos, juste pour partager avec eux. Et il va recommencer de l'autre côté. Ça, c'est au millimètre. Et derrière, les couleurs, la musique, tout est là. Et ça crée déjà une première entrée en matière exceptionnelle. Les gens vont s'en rappeler, et regardez derrière, quand il avance, là, vous allez voir les jeux de lumière qui sont aussi tous réglés au millimètre, et on va voir apparaître ici le drapeau bleu, blanc, rouge. Voilà, ça c'est vraiment la scénographie avec des moyens, mais à nos modestes contributions, on peut avoir des scénographies adaptées, alors éviter la table bien sûr, mais sortir du pupitre par exemple, avec à un moment donné une histoire à raconter, ça fait partie de ces moments un peu exceptionnels qui vont faire que les gens vont se rappeler de vos interventions. Le regard, essentiel en prise de parole en public, essentiel. Évitons ce qu'on voit régulièrement, de rester derrière son pupitre en train de lire son discours. Évitons. Il y a des techniques. Alors, bien sûr, après, il ne faut pas se tromper de regard. Les hommes politiques, ils sont toujours sous le feu des projecteurs. Donc, attention, à chaque instant, ils sont pris en flag. Alors, voilà. Un regard comme ça, on a perdu. On a perdu l'attention du public. On communie avec le regard. On observe avec le regard. On est vivant avec le regard. Là, si on est vivant avec sa feuille, on ne partage pas. Évitons aussi, souvent dans les congrès, moi je vois, voilà, on est là et on se tourne vers les slides. Alors c'est pour ça qu'on a des retours scènes aujourd'hui. Pensez-y, c'est scouteré, mais on a la même chose là. Donc ça nous évite de nous retourner et de garder le regard avec l'ensemble de la foule en délire. Là, le regard, il est très bon. On garde, on capte l'attention et on y est. Alors après, on me demande souvent, est-ce que j'ai le droit d'avoir un papier pour parler? Oui. À gauche, il ne perturbe pas le regard. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le texte et on le donne. On ne lit pas le texte. On prend le texte et on le donne. Et vous verrez, cher monsieur, quand on fait un discours avec un papier, il ne faut pas être encore 12 ou 14. Il faut passer en 18 ou 20, double interligne. Ce qui vous permet, quand vous le lisez, de le voir de loin.
Quand vous êtes encore 12, compliqué. Hein, vous êtes là, c'est pas possible de faire autrement. Donc voilà, c'est juste une technique, mais ça ne nous perturbe pas d'avoir une feuille de papier pour faire un discours. De l'autre côté, par contre, là, on est perturbé. On a perdu l'attention du public et là, on a tout faux. Le sourire, essentiel. Ça, c'est la première chose qu'on fait travailler aux hommes politiques. Le sourire. Il y en a, c'est vachement compliqué. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais sur Internet, quand on cherche des photos, elles retombent souvent, et j'en ai quelques autres, mais que je n'ai pas osé vous montrer aujourd'hui. Mais là, le sourire, il est essentiel. Il y en a qui l'ont de manière innée. Et vous l'avez vu, dès que Christian commençait à partager le sourire avec vous, vous étiez enthousiasmé. C'est ce qui a créé cette complicité ensemble, au-delà bien sûr de l'histoire que vous avez partagée. Mais ces moments-là, ils sont essentiels. Donc le sourire, pensez-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un peu stressé? Dans son discours, on met des smiles. Voilà. Et on sait qu'à cet instant-là, hop, on y repense. Ou alors, on prend, je suis désolé, Madame Coulange, qui est au premier rang, on la regarde, elle sourit, et on se dit, ah, j'ai oublié de sourire. Alors, on va prendre 2-3 instants. Là aussi, on pourrait passer 1h30 sur la séduction. Là, je vais vous donner juste 2-3 trucs, hein, parce que sinon, on y passerait l'après-midi, hein, pour ce soir. Voilà, pour ce soir. Alors, première chose, d'abord, oui, vous le gardez pour vous, hein, pour vous. Je ne le dis pas souvent. Première chose, et oui, mesdames, et oui, 90%, dans 90% des cas, les femmes sont instigatrices. Alors nous, on n'est pas d'accord, mais telle est la réalité. Alors comment? Elles nous envoient des signaux non verbaux, le sourire, le regard. Et après, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont en phase? Alors, oui, déjà, les hommes, quand ils voient ces sourires et ces regards, qu'est-ce qu'ils font? Le dragueur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il croit que ce sourire que vous lui donnez, c'est, vous avez bien compris, il croit que c'est un signal d'appel. Et donc, il fonce, la tête baissée, et une fois sur deux, boum, il se prend un carton. Ça, c'est le dragueur. Et la différence entre le dragueur et le séducteur, c'est que le séducteur, il a le temps. Il a le temps. Le temps, parce qu'il a compris, parce que c'est sa nature. Il a une forme d'empathie. Il lit les émotions. Il s'adapte aux situations. Et il prend son temps. Il partage. Il apprécie. Mais vraiment, réellement, hein, il est entier. Et donc, ça peut durer un certain temps. Qu'est-ce qui se passe là? On est avec deux personnages qui sont côte à côte, donc dans le non-verbal. Et petit à petit, on commence à se synchroniser, les corps se rapprochent un de l'autre, face to face. Il n'y a pas un pied qui part d'un côté, il n'y a pas le pied qui part de l'autre. On est vraiment face to face. Et là, on va aller jusqu'à l'inclinaison de la tête, de chaque côté, du même côté. Le sourire, les pupilles et les paupières, pupilles qui se dilatent, paupières qui se synchronisent. Et la synchronisation, elle va même jusqu'au verre de champagne, là. Hein, regardez, du même côté. Ça, vous l'observerez dès demain. Enfin, vous l'avez déjà observé. Ne me faites pas croire que vous ne l'avez pas déjà vu, surtout mesdames. Hein, 14 à 16 zones dans le cerveau, rappelez-vous. Hein. Donc, c'est des petits gestes qui vont faire que vous allez détecter si vous êtes en phase de séduction ou non. C'est cette synchronisation. Et rappelez-vous, même les pupilles se dilatent à un moment donné. Hein, dites pas que vous n'avez pas observé ça. Hein. Alors, la parade. Allez, en quelques éléments, qu'est-ce qui se passe en phase de séduction? Qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, on se met sur son 31. Et là, mesdames, vous avez un certain nombre de panoplies que nous n'avons pas. Et ça nous permet d'observer, à un moment donné, je crois que c'est... Oui, monsieur le Président, votre dame, hein, voilà, on a des atouts, vous avez des atouts que nous n'avons pas. Nous en avons d'autres, hein, voilà. On en a d'autres quand même. Hein. On peut aussi sortir sur son 31. Donc on met en avant ses atouts. Alors ça dépend des situations. On peut être séduisant avec d'autres mises en valeur des atouts. Regardez, dans la littérature, nous avons vu le président Coulange très, très séducteur. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, hein, je sentais. Hein. Après, vous avez le contact oculaire, hein, celui qui est essentiel. C'est le premier. Alors vous avez des regards fascinants, hein, que vous connaissez. Puis après, vous avez celui qui récemment a fait parler de lui,
Après ce regard, eh bien, suivant comment il est connecté, comment il se présente, on va passer à la phase d'après, après le regard. Il y a le sourire. Et là, celui-là, il a fait le tour du monde. Puis après, vous avez le sourire naturel. Et puis, vous avez le sourire séducteur. Hein? Et oui, Internet est terrible, je sais. Vous l'avez, regardez, hein, vous pouvez le voir au premier rang. Hein. En live, le sourire, c'est le même. Et puis là, vous avez le sourire éternel. Après le sourire, vous allez engager la conversation. Et là, il y a deux cas de figure. Là, c'est là où on va voir si la conversation, elle va dans le bon sens. Alors, si vous allez trop vite, eh bien, vous avez des résultats qui peuvent être terribles. Hein. Dans la main, elle a un barbier. Là, vous êtes au bar, vous avez engagé la conversation, et regardez, qu'est-ce qui se passe? Les corps commencent à se tourner un vers l'autre. Observez. Et s'ils vont se mettre en phase, voilà, à la fin, le résultat, ils seront face-to-face. Et regardez la bouche, les yeux. Là, on n'est pas loin. Là, on n'est pas loin. Alors, l'étape d'après, parce qu'il faut aller par étapes, hein, l'étape d'après, c'est le contact physique. Alors, il y en a qui le font l'air de rien. L'air de rien. Hein? Et puis après, vous en avez qui sont plus délicats. Hein, voilà, c'est dans la... Alors après, ce contact physique, on le sent de suite. Hein, quand on a le contact, soit il y a une répulsion, et ça, le non-verbal, toujours pareil, soit on reste dans le contact physique, et là, on sent que l'approche, elle est plutôt pas mal. Et puis après, vous allez donc passer à l'action. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on passe à l'action? Soit on va trop vite, et voilà ce que ça donne. Soit on ne va pas assez vite, et là, voilà ce que ça donne. Et puis quand on est au top, voilà ce qui arrive. Merci de votre attention.